Et nous y voilà pour cet épisode tant attendu avec Xavier Antonio de La Martingale. Ça fait longtemps que j'échange avec toi et que je voulais t'inviter. Et je suis très content d'avoir cette occasion. Alors qui nous est donné dans un contexte aussi intéressant, spécifique. C'est le podcaston qui m'a donné envie de faire ça. Parce que je cherchais un projet qui permette à la fois de gagner de l'argent et de faire du bien. Le podcaston, c'est l'objectif que je parraine cette année, c'est vraiment de mettre en avant des projets, des associations, des entreprises qui vont dans ce sens-là, et c'est ce que vous proposez aujourd'hui avec le Fonds Invincible. Quand j'ai reçu ton communiqué, ton mail qui m'expliquait un peu tout ça, bosser avec les meilleurs gestionnaires de fonds, les meilleurs avocats qui se payent pas sur quelque chose pour être capable de reverser plus, c'est intéressant. On viendra le plus dans le détail. Dans tous ces univers, dans le Fonds Invincible et dans ce dont on va parler aujourd'hui, 1, 2, 3, IM, Investment Managers, on parle de private equity et je voudrais reposer un peu l'église au milieu du village, réexpliquer pourquoi c'est intéressant. Toi, tu fais ça depuis quoi, 25 ans. 25 ans. Donc, on est tombé dedans quand on était petit. Et avec Olivier Goy, en effet, parce que le Fonds Invincible, j'en parlais, mais c'est lié aussi à un invité que j'ai eu sur Génération It Yourself, un invité iconique, un ami désormais, Olivier, qui était venu annoncer sa sclérose latérale amyotrophique, connue sous la maladie de Charcot, sur Génération It Yourself. Et voilà, donc je voudrais... Avant d'expliquer le fonds, ce fonds spécifiquement, revenir sur le private equity, ses évolutions, le contexte actuel, et comprendre avec toi pourquoi au-delà de tes 25 ans, tu fais partie des meilleurs pour nous parler de tout ça. Vous faites quoi chez 1, 2, 3 IM, 1, 2, 3 Investment Managers aujourd'hui ? Alors, depuis 25 ans, on n'a pas changé. Je vais revenir un petit peu parce que déjà te remercier de me recevoir. Parce que je suis ravi, j'ai à peu près tous mes amis et associés qui sont passés sur tes différents podcasts. Je crois que je suis le dernier. et on y reviendra, je pense que c'est aussi le côté sympa. C'est que ce dont on va parler, il y a pas mal de références à différents podcasts que tu as fait, notamment ceux d'Olivier. Ouais. Puisque avant de venir parler de sa maladie de façon coming out sur la SLA, la maladie Charcot, il était intervenu au titre d'October, donc une fintech sur le prêt aux entreprises, qui a été la première fintech en Europe, et ensuite effectivement par 2 reprises pour parler un peu de sa maladie. Il était très exactement venu, même 2 fois, puisqu'il était venu parler d'October, puis il était venu aussi au début du confinement pour m'expliquer comment justement il prêtait de l'argent dans le cadre des PGE, etc. et comment on pouvait... Et moi je voulais comprendre pour les entreprises comment on pouvait s'en sortir, et ça avait été un décryptage incroyable. Celui-ci est peut-être plus marqué dans le temps, mais tous les épisodes avec Olivier Goy, vous pouvez les écouter. C'est très honnêtement un des types les plus intelligents que je connaisse. Je veux dire, il a une intelligence brute, et en plus un travailleur. Et sympathique, en fait. C'est vrai. Ce type a un nombre de talents incroyables. J'ai la chance, c'est mon associé depuis 25 ans. T'as de la chance, c'est vrai. C'est du talent d'avoir des associés sympas et intelligents. Tu bitcheras un peu sur lui en dehors, faut quand même que tu me dises là où il a... On me l'a demandé souvent, c'est très difficile. Là où il a des défauts. Mais d'ailleurs, je vous invite, parce que je vais pas... Pour répondre à ta question, effectivement, ça fait 25 ans qu'on fait du private equity, ça fait 25 ans. Alors, le private equity, c'est un vilain mot pour dire ce que j'aime résumer simplement, c'est financer ce que tu baignes dedans depuis longtemps maintenant en tant qu'entrepreneur et avec tout ce que tu fais autour, et que tu contribues à faciliter cet écosystème qui est le financement des entreprises non cotées, qui est de trouver des bons entrepreneurs à accompagner dans le temps pour créer des emplois, pour créer de la valeur et pour rémunérer ceux qui nous ont prêté de l'argent. Ok, private equity, pour remettre aussi pour ceux qui sont moins dans les anglicismes, aux États-Unis, en Angleterre, on dit une entreprise publique, c'est pas la SNCF, c'est une entreprise publique, c'est une entreprise qui est mise sur le marché, donc private versus en opposition à public, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc nous, c'est tout ce qui n'est pas coté. Tout ce qui n'est pas coté. C'est, je vais dire une mauvaise stat, mais j'en suis pas loin, c'est 18% des entreprises en France, en Europe, dans le monde, ne sont pas cotées sur les marchés. Donc une entreprise qui est cotée, moi, Mathieu Stéphanie, en tant que nobody de tout ça, je peux acheter des actions comme je veux à partir du moment où elle est cotée, qu'elles sont en vente, et qu'il y a des gens, des alter ego qui les vendent. Une entreprise privée, non cotée, je peux pas acheter d'actions parce que elle est pas cotée, donc faut que je trouve quelqu'un, qu'on m'accepte, il y a des conditions qui sont difficiles. Exactement, même si on va y revenir, parce que c'est un petit peu l'objet de ce fil rouge, tu l'as évoqué, on va parler du fonds Invincibilité, mais pour bien comprendre ce fonds Invincibilité, dans La Martingale, l'idée c'était de revenir un peu, comme tu l'as dit, sur la classe d'actifs. Mais effectivement, même si c'est en train de changer, tu l'as évoqué, même si le marché du privé
des stocks privés, des actions privées s'ouvrent et de plus en plus intermédiées par différentes initiatives du gouvernement notamment et des belles initiatives privées, dont celles du groupe 1, 2, 3e font partie. Mais effectivement, ce marché s'ouvre, mais pendant très très longtemps, c'était impossible, hormis pour quelques happy few, pardon, des gens qui sont dans l'écosystème dont tu fais partie, dont je fais partie, qui ont des amis entrepreneurs, donc qui ont eu l'occasion de mettre de l'argent en direct dans les tours de table en tant que business angel. Ouais. Ça, c'est possible depuis très longtemps, mais il faut quand même être quelqu'un de très averti, être un professionnel et avoir de l'argent. Donc, et ouais, ça, averti, professionnel, comme tu l'as dit, comprendre le game, comme on dit, c'est-à-dire que c'est très risqué, que les entreprises, il y a des règles. Faut pas avoir besoin de l'argent, faut être investi à long terme, faut être capable de remettre de l'argent, sinon tu te fais rincer, nettoyer, tu te fais sortir. Donc, des tas de raisons qui faisaient que c'était inadapté aux clients patrimoniaux, aux clients qui veulent placer un peu d'épargne. Et le gros mouvement, on va y revenir dans tout ça, mais le gros mouvement qui est ces dernières années, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'avec 1, 2, 3, Olivier Goua, Richard qui est décédé, notre troisième associé, et moi-même avons créé il y a 25 ans. Je ne vais pas revenir sur la genèse. Je vous invite à regarder le premier podcast d'Olivier qui, quand il présente October, revient sur la création d'un 2-3e, sur notre association et le fait que j'ai commencé stagiaire avec lui. Mais il y a 25 ans, quand on se rencontre tous les trois, Olivier, Richard et moi, on a 25 ans, puisqu'on vient de fêter, Olivier a fêté 50 ans, je l'ai fait très bientôt. On se dit, c'est un super marché, un marché qui est dynamique, où il y a beaucoup de performances, mais néanmoins, il y a des tas de défauts. C'est inaccessible au commun des mortels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transparence, parce que les gérants ne veulent pas s'embêter à gérer des petites souscriptions d'investisseurs privés. Et il y a 25 ans, on sort de l'école, on regarde ça avec les yeux comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est extraordinaire, on l'a découvert en école de commerce, ce monde du private equity, du capital investissement. Et on se dit, voilà, maintenant on a trouvé notre voie, on va essayer de la rendre accessible au plus grand nombre. Okay. Voilà. Ça, c'est le projet il y a 25 ans. Ok, je vais te parler parce que moi, ce que j'ai découvert un peu dans ce monde-là que tu connais très bien, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que moi, je connaissais plutôt deux opposés, deux extrêmes de ces univers de l'investissement dans les entreprises ou autour des entreprises. Il y avait d'une part le côté, bon ça, je peux le décrire, mais voilà, investir dans Renault. Alors, il y a différentes cotations. Il y a toutes les entreprises du CAC 40, puis il y a les Alternex, second marché, etc. Enfin, tous les sous-catégories ou les plus petites entreprises cotées, bon, un peu plus exotiques, les penny stocks, tout ça, on peut rentrer là-dessus. Moi, j'étais plus familier au marché des startups, puisque comme toi, enfin comme beaucoup, j'ai créé des startups, donc je levais de l'argent. Donc des sociétés, des investisseurs privés investissaient dans mes boîtes et moi, j'investissais dans d'autres boîtes, donc ça, je connaissais. Et entre les deux, en fait, il y a un gros marché des entreprises qui vont valoir. Donc les startups, souvent, tu es sur des valorisations à 2-3 millions au début, puis 10, 20, 30, 500, 1 milliard, 4 milliards comme Conto, mais là, tu rentres dans des très grosses boîtes. Mais sinon, tu as un marché des boîtes qui sont des PME en croissance, qui valent 70 millions, 50, 200, 700, qui sont pas très connus, qui sont, alors pas complètement sous le radar, mais qui peuvent être des industriels, etc., qui font 20% de croissance par an et qui ont besoin d'argent ou qui ont un changement, je sais pas, d'actionnaire, etc. Et ces boîtes-là, c'est un peu ça votre spécialité dans le private equity. C'est exactement ça. Effectivement, dans le private equity, dans le financement des entreprises, c'est un monde extrêmement vaste. C'est un monde que les investisseurs privés commencent à découvrir, mais c'est un monde qui est très très vaste. On l'a, comme tu l'as évoqué, on peut financer, le premier segment, c'est le business angel, c'est les premiers tours de financement, le seed, série A, B, C, D, etc. Et pardon, mais si on monte aussi en parallèle, le premier tour, tu me fais penser, mais jusqu'au côté, tu pars du plus risqué au moins risqué, entre guillemets. Exactement. Donc c'est là où tu prends le plus, potentiellement, si tu es le premier investisseur dans une boîte. Exactement. Mais voilà, ok. Et c'est pour ça que ça doit être réservé qu'à des investisseurs avertis. Moi, j'achète pas, tu parlais tout à l'heure, et je prends le compliment de dire que je suis pas mauvais dans le non-coté, le capital investissement. Je sais pas si je suis bon ou pas mauvais, ou bon, très bon ou mauvais. Je sais juste que ça fait 25 ans que je le fais. Donc il y a des choses que j'ai acquis des certitudes. Alors peut-être que je peux me tromper aussi, mais quand ça fait 25 ans que tu es là, c'est que tu t'es pas trop trompé. En tout cas, tu as eu plus raison, souvent raison que tort. Et c'est ce qu'il faut dans notre métier. Mais il y a des choses que je sais. Et une chose que j'ai appris, c'est que le capital risque, le financement des entreprises, des jeunes entreprises technologiques,
C'est pas fait pour les épargnants. C'est fait. Je dis pas que c'est impossible. Enfin, il faut le proscrire. Il faut pas aller miser quelques centaines, quelques milliers d'euros. Tout va bien évidemment dépendre de sa surface financière. Mais je pense quand même qu'au-delà de quelqu'un très averti, très fortuné, un jeune, puisqu'on cherche tous à capter et à intéresser les jeunes sur l'épargne, il faut pas qu'il consacre plus que quelques centaines ou milliers d'euros. Parce que c'est un métier qui est long, qui est compliqué, sur lequel 8 fois sur 10, tu vas perdre de l'argent, ou 8 fois sur 10, il va falloir remettre de l'argent sur des business extrêmement pointus. Et c'est pas aux épargnants de prendre ce risque-là. Au contraire, comme tu l'as évoqué. Et ce que je regrette aussi, mais ça, c'est la Startup Nation voulue par aussi Emmanuel Macron. Et enfin, je regrette rien. Je trouve que c'est très bien de mettre en avant les entrepreneurs de la tech, puisque c'est ce qui fait les forces vives et la force d'une nation. Néanmoins, je trouve que ces 10 dernières années, on a beaucoup trop parlé de ces jeunes entreprises innovantes, et peut-être pas assez celles qui sont dans les territoires, ces fameuses PME matures, rentables, ce qu'on appelle le capital développement. Donc, c'est des entreprises qui sont là installées depuis un certain nombre d'années, des entrepreneurs qui ont l'âge de leurs entreprises, qui sont aussi très expérimentés et qui ont besoin, à un moment, qui ne se satisfont plus que du prêt bancaire, parce que déjà, depuis une dizaine d'années, les banques ont quand même été beaucoup plus restrictives sur les prêts. Et les banques ne prêtent de toute façon qu'aux riches ou aux très riches. C'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années, dans des conditions parfois avec des taux très bas ces dernières années, dans des très très bonnes conditions, mais à des entreprises qui ont vraiment de la visibilité. Et il y a tout un tas de chefs d'entreprise qui voulaient accélérer, qu'on ont sous le pied, qu'on fait la preuve du concept. Moi, je vois, on a beaucoup investi dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou de la santé, où il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de build-up, de consolidation. D'accord, tu prends quelqu'un qui a fusion-acquisition, hein, voilà. Vraiment grossir en disant j'ai 3-4 établissements, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'immobilier ou du tourisme ou des campings. On a investi beaucoup dans l'hôtellerie de plein air. Ça, c'est très bien marché, fonctionné. Des jolis business, ça reste des très jolis business. Voilà, avec des entrepreneurs qui ont fait leur preuve sur 2-3 établissements qui sentent qu'il y a un marché qui bouge, ont besoin d'accélérer. La banque va te prêter, va te limiter chaque fois à 30, 40%, 50% de tes besoins en financement. Et il faut que tu sois accompagné d'un fonds pour gagner 10 ans. En fait, à quoi va te permettre l'argent d'un fonds d'investissement comme 1, 2, 3, IM et d'autres, hein, il y a 600 fonds d'investissement listés sur le marché français. Mais voilà, ça va te permettre d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller au bout de ton projet. Et là, il y a un vivier énorme de PME, notamment en France, parce que souvent, on aime bien se critiquer en France, on a trop de PME, pas assez d'ETI. Ces fameuses entreprises intermédiaires qu'ont beaucoup les Allemands. Là où les Allemands sont forts, j'allais y venir. Exactement. Ils ont des entreprises qui sont beaucoup plus importantes, qui exportent plus, qui vont beaucoup plus vite et qui sortent de leurs frontières, là où nous, nos entreprises restent très franco-françaises. Mais pour les aider à devenir des ETI, il faut forcément passer par des étapes où tu grossis, où tu achètes des boîtes, etc. J'ai le sentiment qu'on est un peu là-dedans. Moi, l'autre sentiment que j'ai, c'est que quand même, le private equity, c'est quelque chose qui monte quand même, qui monte à beaucoup d'endroits. Voilà, alors la dette privée, on va en parler juste après aussi. Et tu vas m'expliquer dans le détail, parce que moi, j'ai investi dans une boîte, j'en ai parlé, que j'ai fait venir ici récemment sur la dette privée. Alors c'est toujours pareil, moi je suis toujours sur l'étage d'en dessous des plus petits montants, etc. Parce que je viens de cet univers de start-up. Alors finalement ça grossit avec l'expérience aussi. Mais le private equity, en fait, en ce moment on en parle partout. Et en parallèle de ça, moi je me pose des questions sur les ETF. Alors c'est pas ton business, mais les ETF index. Ouais. À un moment je me dis... Bon, ça fait des années qu'il y a beaucoup d'épargne sur le marché, que tout le monde te balance, fais de l'ETF. Alors, je comprends le principe de l'ETF, c'est cool de pouvoir investir sans frais. Parce que balancer des frais à des tas de gens qui servent à rien, entre guillemets, autant que possible, en tout cas sur de l'index, pour répliquer du CAC 40, j'ai pas besoin de filer des frais à quelqu'un. Donc ça, c'est très bien. Mais je me dis, attends, on est en train de tous injecter massivement des choses là-dessus, et j'ai quand même l'impression que la tranche de la population la plus riche, elle se désengage pas vraiment du marché coté, mais elle s'engage quand même beaucoup plus sur le private equity, dans les grosses entreprises, dans des placements de trésorerie, dans les plus avertis. C'est vrai ce sentiment ou pas ? C'est 100% vrai. Depuis 10 ans, il y a eu, et ces 3-4 dernières années avec une très forte accélération, le private equity prend une place de plus en plus importante dans le patrimoine des investisseurs privés français.
Ça, c'est le constat, les statistiques sont là. C'est 2 milliards levés en 2023-2024 auprès des privés dans le private equity, là où c'était quelques centaines de millions d'euros il y a encore quelques années. Donc, c'est une classe d'actifs, effectivement, qui arrive à grande vitesse et qui est proposée trop vite, j'y reviendrai. C'est comme tout, les choses, faut les faire progressivement. Il y a des règles. Les règles qu'on a apprises sur d'autres marchés, tu parles des marchés cotés, il n'y a pas de raison qu'elles ne s'appliquent pas aux non-cotés. Et dans ces 2 milliards, tu mets toutes les plateformes de crowdfunding, etc. etc. Tu mets tous les véhicules, les fonds, tu mets l'assurance vie et tu mets les family office aussi qui sont considérés comme des privés. Mais on va revenir sur les dangers de cette accélération. Mais une seconde, pourquoi déjà il y a eu cette accélération du marché ? Il y a plusieurs facteurs. Alors, comme souvent, il y a plusieurs facteurs et tu ne sais pas lequel prend le dessus sur les autres. Mais c'est des faisceaux qui ont tous conduit à cette émergence et cette arrivée massive de gérants à disposition des clients privés. C'est une classe d'actifs qui s'est extrêmement bien comportée ces 10-15 dernières années en termes de performance. On l'a vanté, c'est pas moi qui le dis, c'est nos associations professionnelles. Frédéric le dit très bien dans ton podcast précédent sur le private equity, c'est la meilleure classe d'actifs. Attention, des choses quand on compare les choses, mais parce que quand il y a une notion de risque aussi à mettre en face. C'est sûr que c'est plus performant que l'immobilier, c'est pas le même niveau de risque. Même si tout le monde a compris ces derniers mois, ces dernières années, que l'immobilier pouvait être risqué, que ça pouvait baisser aussi. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est le deuxième point du développement de ces classes d'actifs. C'est qu'il y a eu des très belles performances. Grâce à des équipes de private equity, c'était un métier qui était très confidentiel. Il y a 10-15 ans. C'était pas des villages irréductibles, mais c'était des petites équipes avec des savoir-faire très pointus. Mais déjà, il fallait investir plus de 5 millions pour rentrer dans un fonds de private equity, c'était vraiment inaccessible. C'était inaccessible, c'était fermé, il n'y avait pas de communication. Les gérants de private equity ne communiquaient qu'à leurs LPs, leurs investisseurs institutionnels. C'était un monde très feutré, très caché. Et je pense que c'est aussi parce qu'on avait des petites équipes qui, un peu sous le radar, qu'on a eu des très belles performances. Maintenant que ça devient plus mainstream, maintenant que ça devient plus commun, je pense qu'on va aller vers moins de performances. On a eu aussi une politique de taux bas avec des taux sans risque à zéro. Donc, comme une grosse partie de ce métier-là, c'est ce qu'on appelle le private equity, le LBO, les opérations de... Attends, pardon, les taux zéro, pour bien comprendre, quand tu as des taux à zéro en face, toi, c'est une concurrence un peu compliquée parce que quand tu es un fonds, les boîtes ont moins besoin de toi parce qu'elles se disent je vais plutôt prendre de l'argent gratuit que d'aller prendre de l'argent chez un troisième ou pas. Les boîtes, elles prennent toujours... Nous, quand on finance une entreprise en développement ou en transmission, il y a toujours de la dette. Parce que la dette, ça restait, même aujourd'hui, ça reste un coût pour l'entreprise qui est bien moins cher que la dilution en capital quand on le capital, ou même que la dette privée, on y en parlait tout à l'heure, qui est un outil hybride entre dette bancaire et capital. Alors, je réexplique ce que tu me dis. Quand vous investissez dans une société, mettons, j'ai une société qui s'appelle Stéphanie & Co. Et ce Stéphanie & Co vaut 100 millions. Et je voudrais racheter Antonio's & Co. Voilà. Qui vaut elle-même 50 millions. Désolé, tu veux que la moitié de mon empire. Et donc, je voudrais te racheter 50 millions. Je vais te dire, je t'ouvre mon capital, prends 20% pour 20 millions, par exemple. Donc là, je vais avoir 20 millions pour acheter Antonio's & Co. Mais il me manque 30. Et là, tu vas me financer les 30 millions en plus, mais contre un taux d'intérêt, pas contre du capital. Alors, c'est ça ? J'ai les deux options. C'est là où tu évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut faire de la croissance externe, lancer sur un nouveau marché, mais la croissance externe, racheter effectivement un concurrent, il a deux solutions. Il va toujours utiliser la dette bancaire, encore une fois, parce que c'est une entreprise qui est rentable, qui est en croissance. On parle de la fameuse entreprise qui a 10% de croissance par an, 15%, et qui en plus, grâce à nous, va passer à 30% de croissance par an, parce qu'on va, en plus de lui amener de l'argent, on va essayer de lui amener des conseils et de l'aider à se développer, parce qu'on sera parti pris dans le business, à la différence d'un banquier qui lui fait que prêter, et puis il donne pas de conseils, t'attends pas de conseils de ton banquier. Mais ces sociétés rentables, quoi qu'il arrive, elles vont utiliser de l'emprunt bancaire. Parce que c'est la ressource la moins chère, ça reste la moins chère. En revanche, le banquier ne va pas te couvrir tous tes besoins de financement. Donc, soit t'es ultra cash riche et puis t'as une réserve de trésorerie à côté qui te permet, mais c'est pas très bien l'utiliser. Et puis, de toute façon, tu vas mettre tout ton cash dans sa première acquisition, mais si tu continues, tu n'en auras pas après. Donc, il faut quand même mettre des fonds propres dans une opération de rachat. Et ces fonds propres, effectivement, là, il y a deux solutions qui s'ouvrent à toi. Soit tu ouvres ton capital à quelqu'un qui va t'injecter
tes fonds propres pour acheter ce concurrent. Et tu acceptes de diluer, tu acceptes de rendre des comptes à un investisseur externe, là où toi, tu as toujours été entrepreneur, tu aimes bien manœuvrer comme tu le souhaites, et c'est pas la même chose de rendre des comptes toutes les semaines, tous les mois à quelqu'un qui te pose des questions, et parfois tu te dis, comprends pas mon métier, parce que c'est moi qui tu devrais racheter machin, là, les machines, ta directrice commerciale, t'es sûr que tu devrais pas la virer? C'est ça, tu vois, tout ce qu'on n'aime pas. Oui, je suis sûr, merci. Et puis quand on a été seul toute sa vie, c'est compliqué. On est des vieux garçons d'entrepreneuriat. Donc il y a des tas d'entrepreneurs, parce que surtout sur les PME dont on parle, qui sont des PME industrielles, parfois, enfin souvent, en région, donc avec des entrepreneurs qui sont construits tout seuls. Donc, tu as la solution d'ouvrir le capital, mais voilà, il y a eu, ça reste une très bonne solution, et c'est pour ça que le marché s'est extrêmement ouvert il y a 10, 15 ans, 20 ans. Il fallait aller en région et séduire les entrepreneurs pour leur expliquer pourquoi il fallait qu'ils ouvrent leur capital. C'était pas du tout la culture. Et le marché du private equity s'est développé comme ça parce que les entrepreneurs français notamment ont compris que c'est quelqu'un qui rentrait à ton capital, c'était pas juste pour t'embêter, c'était pour te confier des fonds propres, pour t'épauler et pour créer de la valeur, et il y a eu beaucoup de valeur créée ces 15 dernières années. Et après, il y a l'option 2, qui est l'option de la dette privée. Ce qu'on évoquera, qu'on évoque vas-y, tout de suite, qui est une alternative qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous, sur le groupe 1, 2, 3e, on est présent sur la dette privée depuis 2007-2008, la dernière crise financière 2007-2008, où les banques ont fermé les robinets. Les banques ont complètement fermé les robinets. Donc le marché s'est calmé du private equity, mais il n'est pas passé à zéro. Il fallait continuer à accompagner des porteurs de projets qui ne voulaient toujours pas faire rentrer quelqu'un à leur capital, parce qu'ils étaient très attachés à leur indépendance, mais néanmoins avaient besoin de liquidité pour continuer à grossir. Ce qui est intéressant dans ces périodes, là je reviens sur une crise des subprimes, c'est que si tu te débrouilles bien, ça peut être le coin des bonnes affaires quand même. Il y a toujours des très bonnes opportunités. Dans les crises, C'est d'ailleurs les meilleurs millésimes en capital investissement private equity sont toujours ceux qui sont nés où tu as investi en période de crise, parce que voilà, c'est les soldes pour certaines participations, et c'est là où tu as raison, tu as aussi de l'innovation financière qui rentre en jeu, et ce qu'on a fait nous à l'époque sur 1, 2, 3 sur les PME, ça existait sur les ETI, mais voilà, essayer de travailler sur des produits hybrides, des produits malins. Ok. Pour la PME. Pour la PME. Comme pour l'investisseur. Et alors, comment tu lui prêtes à la PME? Tu dis de la dette privée. Donc, c'est une obligation? C'est une obligation, c'est un contrat. Donc, c'est vraiment une relation contractuelle qu'on a avec l'entreprise qui s'engage. Donc, on va verser un certain montant. Donc, c'est non dilutif. Ça donne... alors, souvent, en plus, par rapport à la dette bancaire qui s'amortit. Donc, ça a un coût. Il y a un coût d'intérêt sur la dette bancaire qui est plus faible. Mais tu as le sujet de l'amortissement qui, quand même, te grève tes capacités de développement dans... j'allais te dire sur mon rachat d'Antonio Zenco, donc là tu vas me prêter 20 millions sous forme d'obligation, et ça me coûte combien? Alors j'ai 3 questions. Combien ça me coûte à moi, Stéphanie Enco? C'est quoi les taux? Quelles sont tes garanties à toi ou aux personnes qui investissent chez toi qui font que si jamais Stéphanie Enco te rembourse pas un 2/3e, qu'est-ce qui te reste, etc. Et qu'est-ce que gagne un 2/3e au milieu? Donc là, on parle pas du fonds invincibilité, j'y reviendrai. On y vient, mais après, en fait, je pense qu'une fois qu'on aura expliqué... En fait, pourquoi j'explique ça? J'ai quand même un sous-jacent qui est très important, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que, pour moi, Olivier est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, je l'ai dit, je le pense sincèrement, je l'ai déjà dit ailleurs. C'est aussi un des plus créatifs, et je sais que sur un fonds invincibilité, si vous construisez ça ensemble, il n'est pas là pour déconner. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu derrière qui est de financer la recherche. Et s'il fait ça, c'est qu'il sait que c'est le moyen le plus sûr d'y arriver. Exactement. Sinon, il irait faire autre chose. Du Bitcoin, de l'ETF, peu importe. Donc, moi, j'ai envie de comprendre dans les moindres détails comment ça fonctionne, qui gagne quoi, quels sont les risques, etc. Pour après qu'on puisse expliquer pourquoi c'est peut-être bien le fond d'aller dans ce fond-là ou dans d'autres. Je comprends ta logique et ta mécanique. Donc, restons effectivement sur la dette privée. La dette privée, c'est un formidable outil, et comme les choses, donc, qui est né il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, qui s'est fortement développé depuis 3-4 ans, qui est né, qui s'est accéléré parce que les banques ont quitté un peu. Là aussi, on retrouve aussi la même similitude que les plateformes de
crowdlending, comme October en était le meilleur exemple. Ces plateformes, elles sont nées parce qu'à un moment, tu te souviens du discours d'Olivier, pareil, je vous invite à regarder ce formidable podcast qu'il avait fait avec toi dans Génération Do It Yourself. Il est né d'un constat de marché. On a fait le même chez 1, 2, 3, il a fait le même chez October, c'était des sociétés un peu cousines. Lui, en allant lever de l'argent directement auprès du privé, et nous, via des conseillers en gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels. Mais le constat, il était le même, c'est-à-dire que les banques ont lâché l'affaire, dans la mesure où les banques, et je reprends ces termes, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de gris. C'est-à-dire, soit, ce que j'évoquais tout à l'heure, tu es tout blanc, tu fais t'as une trésorerie de plusieurs millions, t'offres des garanties, et la banque, en cas de défaut, si tu payes pas son prêt, elle s'est remboursée 3 fois sur la valeur de tes actifs. Donc, elle est ceinture bretelle. Et là, elle accepte de te prêter à des taux qui étaient historiquement relativement faibles. Ouais. Mais la banque ne s'est pas ajustée. C'est plus son métier. Elle le faisait il y a très longtemps, d'ajuster un prêt et un taux à un niveau de risque. C'est soit, n'importe quoi en ce moment, soit c'est 4%, soit c'est rien. Oui, voilà. C'est ça. Ils sont pas capables de dire, moi là, t'es trop risqué sur ton truc. Donc je vais te faire du 6-7. Donc je te le fais 6-7, ouais, exactement. Ou 12. Ouais, ça, ils savent pas. Donc ça, c'est ce qu'ont fait les plateformes de crowdlending, voilà, et surtout ce qu'ont fait les fonds de dette, comme le groupe 1, 2, 3 et IM le fait depuis 20 ans à travers différentes initiatives. C'est d'adapter un risque, donc c'est savoir lire un business plan, faire confiance à un entrepreneur, regarder alors comme les banquiers, on va avoir des garanties, on est souvent on est des garanties de ça. Alors ça dépend s'il y a un banquier à nos côtés, puisque de la dette privée, là aussi c'est un monde qui est assez vaste. Je vais pas y revenir aujourd'hui. Et d'ailleurs pour les auditeurs qui prendront, je l'espère, connaissance de la documentation du fonds Invincibilité, ils pourront voir parce qu'on l'a détaillé dans la plaquette. Il y a différents types de dettes. Il y a la dette senior, il y a la dette unitranche, il y a la dette mezzanine. Il y a des dettes qui ont la finance, c'est très imaginatif. Je sais, mais la dette mezzanine, il faudra que tu me la réexpliques après, mais pas tout de suite. Mais oui, effectivement, mais t'as différents types de dettes qui vont te donner, par exemple, la dette mezzanine, elle a une composante dette, elle a une composante capital. C'est-à-dire que si ça se passe bien, tu peux convertir une partie de tes obligations et aller croquer un petit bout de la plus-value. Voilà. Okay. En contrepartie de ça, elle est un peu plus risquée puisque t'as une dette senior bancaire devant toi, donc t'es pas créancier de premier rang. L'unitranche, par exemple, on aime bien faire ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des outils qui sont, parce qu'on va parler de taux et pour répondre à ta question, quand on prête en dette en moyenne, ça va coûter à l'entrepreneur 10-12%. Voilà. In fine, t'as parfois un petit coupon cash qui est payé par an de l'ordre de 6-7%, la moitié en général, qui est que le coupon. Il n'y a pas d'amortissement, donc ça te permet de garder de la trésorerie pour accompagner des projets de développement. Et nous, on va récupérer le contrat, c'est qu'au terme des 3 à 5 ans, donc c'est des durées plus courtes que l'equity, ou sur lesquelles les histoires sont parfois un peu plus longues. Et c'est contractuel. Normalement, tu as une date de rendez-vous, tu as un momentum de remboursement. Et dans 99, j'exagère, je veux pas donner une statistique parce que sinon les mecs vont me courir après, mais dans beaucoup de cas, c'est payé au bis sur ongle à la date d'échéance. Sinon, c'est négocié, mais on parlera des gérants tout à l'heure qu'on met dans fonds Invincibilité. Des gérants comme Goldman Sachs ou Muzinich, c'est des taux de défaut égal à 0% ces 10 dernières années. Voilà. Okay. C'est là où c'est sécuritaire. Mais c'est une formule qui est entre l'equity et la dette senior. Ça permet, c'est des fonds qui sont beaucoup plus réactifs que les banques. Donc pour l'entrepreneur, il est content, ça va vite. C'est un peu plus structuré, c'est un peu plus cher, mais c'est in fine. Et ça permet surtout de faire des opérations. Pour repréciser, pas se faire taper par l'AMF, parce que c'est vrai, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Donc ce qu'ils avaient fait Goldman Sachs les 10 dernières années, on ne sait pas. Ouais. Cependant, voilà, et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai cofondé une boîte, je suis rentré au capital de cette boîte qui s'appelle WeVest, sur laquelle on fait de la dette privée, parce que c'est l'autre truc pour moi qui est bouillantissime en ce moment de ce que j'entends, parce qu'en effet, on vient en remplacement des banques sur pas mal de choses. Nous, on est sur des plus petits segments. La garantie qu'on prend sur un WeVest, je t'en avais pas parlé avant, mais c'est souvent c'est assez fort. Hein. C'est-à-dire que ça va être, t'as la famille qui est derrière, par exemple, la boîte et leur maison en Normandie. On est là-dessus, caution perso. C'est quand même, comme tu dis, ceinture bretelle. Voilà. Ce que t'appelles, moi je connais pas tous les termes. Toi, quand t'appelles dette senior, c'est le premier qui se fait rembourser en cas de défaut. C'est-à-dire, imagine
une société qui vaut... Stéphanie & Co, j'y reviens, j'emprunte chez toi, je vaux 100 millions. Et puis tout d'un coup, ça part en cacahuète. Et puis, ça vaut plus que 80. Ça vaut plus que 80, ou même moins d'ailleurs. Ouais, mais bon, j'ai emprunté, ça vaut plus que 20 même. C'est parti total en cacahuète et j'ai emprunté 20. Alors normalement, je te vois faire un peu genre, oui, non, on sera servi avant. Mais si jamais j'ai une banque qui m'a prêté 20 millions et derrière, quelqu'un qui est pas senior, c'est la banque qui prend ces 20 millions, ils récupèrent tout, ils ont pris zéro risque. Et en revanche, si tu es derrière, c'est là où toi, en fait, tu peux être payé plus parce que tu dis, il y a quand même, je suis pas le premier servi, quoi. Je vais te prendre, dans le même ordre, je vais prendre un exemple sur des dossiers, sur lesquels ça nous a arrêté. On racheté il y a quelques années un hôtel, peu importe, à Val d'Isère. Tu peux donner les noms, hein, si tu as le droit. Pas jamais des mauvais dossiers. Okay. Mais en fait, ce qui est important, c'est que dans la dette privée, un dossier moyen ou qui marche pas comme prévu, ou qui perd de l'argent, toi en dette privée, tu peux continuer à en gagner et rendre de l'argent à tes investisseurs avec le taux d'intérêt. Okay. Par contre, si tu es en equity, ça marche plus, tu as perdu de l'argent. Prendre l'exemple, c'est que tu rachètes un actif 10 millions d'euros. Donc en equity, c'est en part de capital. En part de capital. Ouais. Un actif 10 millions d'euros. Pour acheter l'actif, tu vas emprunter. Donc en général, si c'est un actif, par exemple, hôtelier, des choses qu'on aimait bien faire, parce que et la France est un pays qui a beaucoup absorbé d'investissements hôteliers, parce que c'est un parc hôtelier assez vieillissant ces 20 dernières années, peu importe. Sur les 10 millions d'euros de financement, il y a 5 millions d'euros de dette. Et il y a 5 millions d'euros à financer, à mettre en equity. Là, ce qui se passait, c'est que ces dernières années, l'entrepreneur, pour acheter, il allait lever du new cash, donc faire entrer un investisseur à hauteur de 20%, donc 2 millions d'euros, et il allait voir un mezzaneur, un fonds de dette privée comme nous, pour mettre les 3 millions d'euros restants sur les 5 d'equity. La dette privée, c'est des quasi-fonds propres, donc ça rentre dans la poche. Le banquier dit, voilà, il faut des fonds propres à hauteur de 50%, je vous prête 50% de dette. Et l'actif, tant qu'il ne vaut pas moins de 80% de sa valeur, nous, la dette privée, on est remboursé. C'est-à-dire que cet actif-là, il tourne et le projet, on met des travaux, on investit des 10 millions, qu'on prend l'enveloppe de travaux, que ça ne se passe pas bien, que ça ne se passe pas comme prévu et que 2-3 ans après, on soit forcé de vendre cet actif 80% de sa valeur, donc 8 millions au lieu de 10. Le banquier récupère en premier. Il y a eu un peu d'amortissement, mais il récupère ses 5. Nous, la dette privée, on récupère derrière. On a touché nos coupons annuellement, parce qu'on a touché un petit coupon. Et celui qui perd 100%, c'est l'investisseur en capital. Par contre, si l'hôtel... Si la boîte ferme, s'il est plus actionnaire, ou si elle se fait racheter en PLS, quoi, c'est ça. Oui, on perd si effectivement... Enfin, on perd, nous, dès que ça vaut moins de 80. C'est pour ça que la dette privée se fait que sur des business avec beaucoup de visibilité et des actifs, souvent. Oui. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a peu de dettes privées, même s'il existe un peu les venture loans, mais un peu de dettes privées sur des startups. Oui. Parce que tu n'as pas d'actifs tangibles. Elles font pas vraiment de chiffre d'affaires. Tu n'as pas de rentabilité. Elles peuvent très vite valoir zéro. Exactement. Alors que nous, les actifs que l'on finance, plutôt des actifs à composante immobilière, souvent, ou avec des propriétaires d'actifs sous-jacents, ça vaut toujours quelque chose. Il faut que ça veuille toujours au moins de rembourser la dette et récupérer un petit peu au passage. Okay. Donc c'est extrêmement défensif. C'est un outil qui est non dilutif pour l'entrepreneur, qui est une ressource qui est rapide. Pour le particulier, c'est plus court. Il n'y a pas de courbe en J, il n'y a pas de... Voilà, tu touches un coupon tous les ans. C'est un profil de risque-rendement. Tous les ans ou tous les trimestres? C'est tous les ans? Ça dépend. Il est versé, en l'occurrence, nous, ça dépend des fonds, il est versé soit semestriellement, soit annuellement, ton intérêt. Mais tu as un intérêt. Tu es exposé au monde des entrepreneurs, mais avec un risque mesuré qui correspond bien à ce qu'on veut faire avec les patrimoniaux, les investisseurs patrimoniaux. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un délire, parce que moi, pour avoir fait, alors c'était des obligations dans d'autres trucs, et d'ailleurs, j'ai eu un peu de chance, je crois, parce que aux dernières nouvelles, j'en suis sorti parce que j'avais des besoins de cash, mais si j'étais resté, je me serais gamellé. Mais on avait fait, je crois, avec mes associés, une oblig à plus de 100 000 euros, je crois, je sais plus si c'était 100 ou 200, mais à 12%. C'est quand même un délire. Nous, c'était trimestriellement, mais donc t'es à mettons 200 000, tu reçois 6 000 euros par trimestre. Je veux dire, ça fait du bien, quoi. C'est un joli produit d'épargne. C'est un joli produit. Si on se retourne là vers les investisseurs privés, c'est un joli produit d'épargne. Attention, c'est comme tout. Je ne veux pas reparler parce qu'on n'est pas là pour effrayer tout le monde, mais il faut quand même. On est dans un podcast qui parle d'épargne et respecter les règles, des règles d'or dans l'investissement. La diversification, bien évidemment, fait partie. Moi, je trouve, par exemple, sur la dette privée, sur ces obligations, sur ces plateformes,
On est passé le marché absorbant et le marché étant chaud, tu l'as dit, et tout le monde cherchant de l'épargne, parce que on est passé un peu vite tout à l'heure sur pourquoi le marché du private equity, du capital investissement ou de la dette privée s'est fortement développé. Oui. Parce que il a attiré les foules avec des performances affichées assez remarquables, aidé par des taux sans risque, les taux sans risque, quand on a des taux à 0, des fonds en euros à 1,5, les investisseurs ils veulent aller dans des trucs qui rapportent plus. Ils veulent chercher un peu de levier, ils veulent chercher un peu de performance, et cette performance, ils sont obligés de se retourner vers des actifs un peu plus le plan plus épargne dynamiques. logement, c'est pas assez. Mais même immobilier, donc il y a eu une recherche de rendement plus fort. Il y a eu la performance de ces gérants, et il y a eu le désamour des autres classes d'actifs. Aujourd'hui, tu parlais des marchés financiers, il y a beaucoup d'épargnants français qu'on fait la tentative d'être investi sur les marchés, et puis dès qu'il y a un pet dans le monde, dès qu'il y a un problème économique quelque part dans le monde, il y a des baisses que les investisseurs ne comprennent pas. Et en fait, dans le non-coté, c'est un peu décorrélé, c'est pas 100% décorrélé de ce qui se passe dans le monde, heureusement, mais voilà, quand il y a un conflit dans le monde, à l'autre bout du monde, ton investissement dans les valeurs non cotées, il perd pas 10%. Voilà, dès qu'il y en a un qui tousse aux États-Unis, et Trump tousse pas mal en ce moment, tu as des variations de vote. Il y a déjà un truc technique qui perd pas 10%, c'est que comme il est pas coté, t'as pas une cote quotidienne où on va te dire voilà, donc faut quand même qu'il y ait un événement financier pour valoriser la boîte, etc. Et donc il faut un bilan qui soit pas bon. Alors après, effectivement, tu vois, quand tu parles de l'hôtellerie, alors là je vais dire une grossièreté qui est pas totalement vraie, mais t'es dans l'hôtellerie, t'as un événement comme le Covid, si t'es pas aidé, ça peut être la cata aussi. Si t'es pas en France, effectivement, c'est compliqué. Et ça a été compliqué pour pas mal de monde. Au-delà de la France, qui en plus a bénéficié de la sortie du Covid, où tout le monde est dans les hôtels et les prix ont fait x3. Tu l'as vécu en tant que consommateur, c'est devenu fou, et c'est une aberration. Bon. Mais donc des classes d'actifs traditionnelles qui ont déçu les épargnants. Donc on parle des marchés financiers, on parle de l'immobilier là depuis 2 ans, dans un marasme complet où on s'est rendu compte, pareil, qu'il y avait une bulle et que les gérants immobiliers à un moment ont acheté. Je ne vais pas m'exprimer, t'en as fait beaucoup des podcasts sur l'immobilier. On s'est rendu compte, c'était un peu bon. Tu vois, moi je crois que je sais pas, dans les 10 premiers épisodes de La Martingale en 2019, je disais attends, c'était quoi? C'était l'immobilier peut-il se péter la gueule, tu vois? Et à la limite, à l'époque, on m'avait dit non, c'est impossible, etc. Et à un moment, quand tout monte, c'est aussi pour ça que je reviens sur ces ETF et ces index. Moi, en fait, c'est pas tant que, évidemment, j'écoute tout le monde et je me dis, ils ont pas tort, et puis peut-être qu'ils auront raison pour 2, 3, 5 ans, c'est possible. Je me dis juste, il y a un moment, la prophétie où tout le monde se met d'accord, moi, elle me fait peur. Et l'immobilier, tout le monde était d'accord, et donc là, je commence à avoir peur sur les EDF et index. Je me dis, qu'est-ce qui peut être intéressant ailleurs, au moins pour diversifier un peu. Non, mais ce qui est sûr, pour faire le parallèle avec le private equity, le marché il est très chaud, parce que, encore une fois, les investisseurs privés s'intéressent beaucoup à cette classe d'actifs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur cette classe d'actifs et qui communiquent sur des performances passées, et qui ne connaissent pas cette règle de l'AMF, puisque c'est des nouveaux arrivants sur nos marchés du private equity. Ils n'ont pas tous 25 ans comme nous, 1, 2, 3e, donc on sait ce qu'on a le droit de faire ou pas, et les précautions qu'on doit avoir dans la communication sur ce type de produit. Et je pense que voilà, c'est comme tout, il faut faire très très attention sur le private equity aujourd'hui, quand on va sélectionner son gérant ou ses produits. J'ai quelques questions avant de venir sur le fonds Invincible, les autres fonds et les autres opportunités qu'on peut trouver. La première, c'est que dans les problématiques qu'on va avoir, voire les points faibles, c'est qu'on est quand même, puisque c'est pas coté, puisqu'il n'y a pas les obligations du côté, etc., sur des marchés beaucoup plus opaques. Donc tu sais pas exactement où en est la boîte, justement, t'as pas de fluctuation. 1. 2, on est sur quelque chose qui est pas du tout liquide. C'est-à-dire que tu rentres pas, tu sors pas si facilement. C'est vrai. Même si tu peux te retrouver, on le sait pas assez, mais sur des penny stocks, enfin des actions cotées peu liquides, ça existe aussi. Et 3, j'imagine qu'à 12%, en fait, tu vois, là, je parle des ETF index, il y a plus de frais. Sur du private equity, je pense que tu as une mezzanine de frais, un empilement de frais possible. Je sais pas chez vous, ailleurs, mais j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre ça, parce que, en effet, qui dit marché non accessible dit frais beaucoup plus importants. Alors, oui, alors tu as raison, les frais sont plus importants que sur des marchés beaucoup plus matures, comme le coté. Mais je sais pas si c'est sûr. C'est pas parce que le marché est plus fermé que
que les gérants dont on fait partie en profitent en se disant il y a un effet rareté, donc tout ce qui est rare est cher, donc tu paieras plus cher ton investissement dans le private equity. Ça a peut-être été le cas il y a longtemps, il y a quelques années, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi c'est plus cher? Parce que ça nécessite, beaucoup plus de travail. Un gérant coté, je ne parle pas des ETF, même un gérant coté actif, value, il traite sur des valeurs sur lesquelles il y a des centaines de millions, voire des milliards d'échanges tous les ans. Et lui qui gère un fonds de 10, 100 millions ou 500 millions d'euros, il va pouvoir prendre les mêmes positions. Nous, quand on fait du non-coté, quand on fait ce qu'est le cas chez 1, 2, 3, on parlera tout à l'heure d'Invincible, mais on fait de la PME française en territoire, on va investir des tickets entre 5 et 15 millions d'euros. C'est très consommateur de temps. Faut couvrir toute la France, faut aller chercher, ça se trouve pas sous le chapeau d'un cheval. Faut serrer les paluches, faut serrer les paluches, faut analyser. C'est l'information, comme tu le dis, elle est pas disponible sur les PME. Faut faire des audits profonds. Tout ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir cette surperformance, parce que effectivement, on a des frais là où sur le côté, t'es plus à 1% peut-être de frais, enfin 0,5, entre 0,5, 1%, 1,5 peut-être pour les fonds un peu plus sur des plus petites valeurs, ou là dans le non-coté, tu commences à 1,5 et tu peux avoir chez certains gérants 2,5 de frais de gestion annuels. Pourquoi je disais ça? Pour ceux qui connaissent moins, j'ai quelques potes qui sont allés dans des boîtes où j'en en parlais récemment avec Alex Pro dans le coté. J'en ai encore un qui me racontait ça, qui est coté depuis 2 ou 3 mois là, et qui me dit là j'arrive à la fin du premier trimestre et c'est une tannée parce qu'en fait t'es obligé de donner tes chiffres, t'es obligé de donner des tendances, des engagements, les quarterly results, les choses comme ça, etc. Et si tu le fais pas, ou tu le fais mal, ou que tu mens, c'est du pénal, tu finis en tôle, littéralement. Donc tu le fais. Dans le non-coté, en fait, tu t'es même pas obligé de donner tes chiffres sur. Tu peux ne jamais déclarer. Après, tu les dois normalement à tes actionnaires. Mais si tu es en dette privée, par exemple, ils sont pas obligés forcément de te donner. Ça dépend de ce que tu vas écrire dans tes contrats. Non, ça va, on a fait un bon mois. Mais voilà, c'est fait que c'est pas si mal. Mais ça fait partie des points de vigilance effectivement du non-coté. Tu l'as évoqué, il faut jamais l'oublier. S'il y a une surperformance, s'il y a des fonds qui affichent, qui n'est pas notre cas, parce que nous, en dette privée, on a un rendement risque qui est plus mesuré, puisque pour te répondre à ta question, on prête aux entrepreneurs entre 10 et 12. Ouais. Il y a en moyenne 2% de frais, pour faire simple, sur un produit traditionnel. On the top, en plus des 10 et 12 ou qui dans les 18 qui sont prélevés dans les 10 et 12. Okay. On fait travailler l'argent à 10-12. Sur ces 10-12, quand l'argent revient, pour payer les équipes, pour le suivi d'investissement, pour tout ça, on va prélever 2%. Donc, on va rendre aux clients entre 8 et 10. Voilà. Ok. Et si tu as une meilleure performance, non, t'as pas de meilleure performance là-dessus. T'as pas de carry sur la dette, non, okay. Parce que c'est des produits de taux. Okay. Donc on va pas chercher. Tu vas avoir ce qu'on appelle effectivement le carry d'interest, l'intéressement à la performance, plutôt sur des fonds equity qui prennent un risque en capital. Des actions. La contrepartie parce que c'est plus long et normalement parce que tu fais un TRI, un rendement beaucoup plus fort et que si tu sers 20% à tes clients, tu peux prendre 3-4% de carry. Donc 2%, ticket minimum. Chez Stolar, Frédéric qu'on embrasse, c'était 100. C'est 100 partout. Alors, pareil, je reviens sur une question que tu évoquais tout à l'heure en disant quelle est la réalité des choses. Est-ce que ce marché, c'est les Madame Michu en province qui fait du prêt equity ou c'est les grandes familles parisiennes? Tous les ans, les chiffres de collecte sur les privés sont de plus en plus importants, mais c'est effectivement parce que les clients avertis augmentent beaucoup plus vite leur exposition au private equity. Ils ont compris depuis 4-5 ans, les grandes familles, les clients avertis, les professionnels ou ceux qui gravitent dans cet écosystème, les avocats, les experts comptables, que c'était une super classe d'actifs, qu'ils avaient accès, eux, et ils investissent beaucoup plus que les 3, 4, 5% de leur patrimoine financier sur lequel ils étaient exposés avant. Madame Michu, les produits à 5 000 €. Nous, par exemple, dans le groupe 1, 2, 3, on a des produits à 5 000 €, des produits diversifiés, des produits défensifs, puisque quand tu n'es capable d'en mettre que 5 000 €, tu n'es pas là pour essayer de faire 4 fois la mise, mais tu es plutôt là pour avoir un rendement un peu supérieur à ce que tu as sur d'autres classes actives, donc des rendements plutôt de l'ordre de 7, 8%. Sur du private equity aussi? Dette privée. Ok, dette privée. Ouais. Okay. Nous, quand on adresse les patrimoniaux, le private equity n'est pas adapté pour eux.
Et tout ça est vendu que via des conditions en gestion de patrimoine. Donc, faut que je leur dise, si j'ai un CGP, je veux du 1, 2, 3 IM. Exactement. Est-ce que tu peux... Okay. Voilà, on va regarder le groupe, ce qu'ils font. Ils font des tas de choses, du 1, 2, 3 IM notamment. Mais non, il y a des produits à 5 000. Il y a beaucoup de produits à 100 000. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, la clientèle de cachette, elle peut absorber des produits à 100 000 et c'est plus simple pour nous à gérer des clients à 100 000 que des clients à 100 €. Et quand j'investis dans 1, 2, 3 IM, j'investis dans un fonds qui finance plein de projets. Où j'investis dans, par exemple, tu disais, on prête entre 5 et 15 millions. J'investis à chaque fois entre 5 et 15 millions. C'est un peu comme une plateforme. Ou est-ce que si jamais il y a un projet qui part en PLS, je peux perdre tout mon argent ou en fait, je suis noyé dans plein de projets? Alors, nous, dans 90% des cas, on gère des fonds. Des fonds diversifiés sur lesquels il y a 15 à 20 participations qui fait que... Qui sont les vôtres, vos fonds. Hein. Vous n'êtes pas un fonds de fonds. Le groupe 1, 2, 3 IM devient complexe. On a toujours été historiquement un investisseur en direct dans des PME françaises. Donc on gérait, pour faire simple, plutôt d'être privé comme tu l'as compris. Donc on gère des fonds dans des PME françaises. Dans chaque fonds, il y a 15-20 entreprises. Donc 1, 2, 3 IM, je sais pas, ils ont un nom. Le corporate, le France développement, voilà, des sujets qui évoquent la France, les territoires et les PME. Parce qu'on croit beaucoup. Hein, à la bonne franquette, à la bonne franquette, mais on va y revenir. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut se réarmer en France. Il faut devenir moins dépendant de tas de choses, la France, et ça passe par le financement des PME. Souveraineté 2035. Mais c'est pas que de la défense. On va avoir du bon, je vais faire du marketing, si tu veux. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Il se trouve que depuis 1 an et demi, le marché, les clients privés achetant aussi des grandes marques, des Goldman Sachs, des ARS, des KKR, des Blackstone, des Carlyle, voilà, des gérants américains, des gérants européens. On a créé une autre société de gestion à côté qui s'appelle PAMS, Private Asset Multistratégie, qui est la société de gestion du fonds Invincible été, qui, elle, va dire, OK, avec 1, 2, 3, vous financez les PME françaises. Avec PAMS, on va vous trouver au sein du même groupe. On va vous trouver des gérants plus internationaux, exposés sur d'autres marchés ou sur des plus grandes entreprises. Parce que nous, on fait vraiment de la PME française. C'est bien, mais c'est comme tout, il ne faut pas avoir que de la PME en portefeuille. Et donc, question, je la repose, mais donc 100 000 minimum. Sur PAMS, il y a un produit à 5 000 € aussi, un fonds de fonds diversifié. Pour le coup, lui, dans 20 autres fonds français et européens. Qui, chaque fonds va être investi dans 20 sociétés. Donc, tu es exposé à 4 à 500 sociétés. C'est le fameux fonds de fonds, tu as raison. Le fonds de fonds, c'est un avantage, c'est que ça permet de très bien te diversifier, parce que tu as 20 gérants qui vont travailler pour toi, tu as 400-500 sociétés en sous-jacent, et des sociétés partout en Europe, voire dans le monde, et aux États-Unis. Ça a un inconvénient, c'est les frais. Eh ben oui, c'est ça, j'allais y venir parce que je bosse moi avec un peu un fonds de fonds que j'adore, que je peux vous recommander si ça vous intéresse, que je te recommanderai, je t'en parlerai parce que c'est un autre univers du tien et je suis sûr que ça t'intéressera, qui est GVA, qui est le fonds de Michael Benabou, qui est un fonds de fonds pour investir dans des gros fonds américains. Et donc qui est inaccessible de tout le monde, mais quand tu y accèdes, en revanche, tu rentres potentiellement, je vais dire des conneries, je sais pas si c'est Sequoia et tous les plus gros, etc. Et donc là-dessus, en fait, mais tu as le fonds. Donc, un fonds de fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fonds qui investit dans des fonds. Le fonds, dans l'univers des startups, il prend généralement 2% de management fee annuel, plus 20% de carry, donc la performance à la sortie. Et le fonds de fonds, si tu te dis, il prend autant, alors généralement, ils prennent moins parce que comme ils gèrent moins, ils sont moins de frontline. Généralement, pas tous. Alors, moi, là, je trouvais ça faire sur celui-ci, c'est 10%. Et 10% de carry. Oui, 1% de fees et 10% de carry. Donc, t'es beaucoup moins... donc, ça s'empile, en effet, mais c'est ça, la problématique. Donc, vous, dans votre fonds de fonds, c'est ce genre de choses? Pareil, c'est 1%? Oui, tout à fait. Merci, tout à fait. Je me fais servir de l'eau. T'as vu? Non, effectivement, il faut malheureusement le gérant sous-jacent, quand nous on investit chez KKR, chez Blackstone, chez PAI en France, chez Goldman, chez Ardian ou chez Goldman, lui il a ses frais sous-jacents, il est basé dans le monde entier. Alors, sur la dette, on va être plutôt sur des fees à 1%, même moins sur certains gros fonds de dette, et sur de l'equity, oui, on va être sur ce que tu dis, de 2%, avec des carries sur l'equity et pas sur la dette. Et après, nous, au-dessus, moi, la société de gestion PAMS, qui est un peu la même que celle de Michael, c'est-à-dire que nous, on va essayer de trouver des pépites et négocier des engagements chez des gérants qui sont inaccessibles au privé. Et c'est parce que nous, on arrive et on place chez eux 10, 15, 20 millions d'euros avec nos fonds qui nous ouvrent l'accès et qu'on a accès chez eux. On fait la même chose, mais nous, on ne le fait pas que sur les US. Oui, puis lui, c'est que encore une fois, c'est du capital risque. Vous êtes quand même sur du capital développement plutôt, non? Surtout. Oui. Surtout. C'est que du capital risque, c'est que de la création. Dette privée, infrastructure. Equity à travers du LBO et partout. Donc plutôt des sujets
lui, c'est vrai que c'est une approche plus pointue, à la recherche de plus de performance aussi. Ouais. Mais non, il y a toujours une couche de frais, puisque moi sur PAMS, j'ai 15 personnes, j'ai des analystes qui n'analysent pas des entreprises, qui analysent des gérants. Ils vont chez les gérants, ils les mettent, pardon. Il y a un talent. Alors, il y a deux choses, c'est que pour rentrer chez certains de ces gérants, en fait, encore une fois, je le dis, c'est inaccessible. Ils veulent faire rentrer que des gens prestigieux, sérieux, solides, et puis des montants minimum, d'une part. Et d'autre part aussi, quand tu connais bien ce game, tu as de temps en temps des gérants qui s'en vont de chez Goldman Sachs, qui vont créer leur fonds, et toi, tu es le premier à pouvoir les soutenir et à les connaître. Et c'est souvent là où il y a les meilleures performances. Bah oui, parce qu'en effet, je regardais, je sais plus si c'était Sequoia, mais certains qui vont te coller quand ils grandissent, ils te font du x17 en quelques années. Avant de venir sur là, on y arrive, le fonds invincible. Mais là, je crois qu'on a vraiment tout compris, tout ça. Sur ces fonds-là, dans le capital risque, on dit souvent... Alors, j'ai deux choses. Il y a les tranches d'investissement, c'est-à-dire que tu n'investis pas forcément tout d'un coup. Quand tu as un commit, par exemple, moi, je vais investir 100 000 euros dans un fonds. Le fonds va me faire un appel de fonds, ce qu'on fait par exemple avec OVNI, de tranches de 20% pendant 5 ans. Donc, j'ai investi 100 000, mais en fait, ça va être 20 000 par an pendant 5 ans. Et généralement, l'objectif, c'est entre la 4e, 5e, 6e année, on commence potentiellement à rendre de la performance. Donc, si ça se passe bien, j'ai commit sur 100 000, mais au bout de 4 ans, on commence à me rendre 20 000. En fait, je ne rends jamais les 100 000, j'ai réinvesti que 80. Tout à fait. Donc, comment ça se passe dans le private equity ? Quand je dis je mets 100 tout de suite. Non, t'as cette formule aussi. Moi, je suis fan. C'est celle qui marche depuis le début des temps. Donc, ça a toujours été comme ça. Pour améliorer effectivement la performance financière calculée, les gérants, dont moi je fais partie sur certains de mes véhicules, je t'appelle l'argent que si j'ai le deal en sous-jacent, si j'ai l'opération. Sinon, je laisse pas de l'argent sur un compte qui travaille surtout avec des taux à zéro ces dernières années, de l'argent qui travaille à zéro, sur lequel je vais prélever des frais. Donc, je vais détruire la performance. C'est pour ça que, effectivement, il y a ce mécanisme d'appel de fonds. Après, ce mécanisme d'appel de fonds, il est faisable pour des investisseurs avertis, qui s'occupent bien de leur épargne, qui vont bien provisionner le fait qu'ils ont pris un engagement qui est irrévocable, sur lequel ils ne peuvent pas revenir, de mettre 20 000 tous les ans. Il ne faut pas que l'année prochaine, ils oublient en disant tiens, je vais acheter un appartement dans le sud, ou des enfants qui partent faire des études. Un jet ski. Où j'ai un coup dur. Et puis en fait, je vais arrêter de mettre les 20 000 parce que j'ai changé d'avis. Non, je change pas d'avis. Là, c'est très punitif. Ou tiens, ils ont pas marché comme j'espérais. Et puis j'arrête. Non, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, j'essaie de mon entreprise, on essaie de structurer des produits un peu plus simples pour les privés, parce que là, on s'adresse, je sais que dans des auditeurs, t'es toujours très, très avertis, mais t'as aussi des auditeurs qui s'intéressent à ces nouvelles classes d'actifs. Pour les primo-accédants, faut leur faire des produits extrêmement simples. Quitte à, c'est vrai, malheureusement, quand tu changes les règles du jeu, tu touches un peu au rendement. Parce que quand tu appelles l'argent tout de suite, il faut soit le déployer très rapidement, soit accepter au début, il travaille dans des conditions un peu moins bonnes. Donc, ça abîme un tout petit peu le rendement final. Mais des produits simples, parce qu'il faut absolument des produits simples, lisibles, compréhensibles. C'est les règles d'or pour... Avec un objectif de rendre ton argent, combien de temps après ? J'investis en 2025, je peux le revoir en 2030 ou... Sur la dette privée, on va parler, parce qu'il y a des fonds sur lesquels il y a une certaine liquidité, mais sur la dette privée, c'est ça. C'est l'horizon de temps, c'est 5 ans. Plus que sur l'equity, sur lequel on va être plus sur du 7-8 ans. Avant de rentrer cette fois-ci tout de suite dans ce sujet, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. S'il y en a qui sont encore là, parce que tout ça est assez technique, mais j'essaie de le vulgariser, on essaie de le vulgariser au maximum. Si vous êtes un peu newbie là-dedans, faites-nous des commentaires sur Spotify, sur LinkedIn, sur le Discord, pour juste nous dire si c'était assez vulgarisé, ça m'intéresse, j'ai besoin de vous. Ou si vraiment c'est du charabia. Si c'est du charabia, vous êtes courageux parce que vous êtes encore là. Mais merci, je sais qu'il y a beaucoup de courageux dans les auditeurs et auditrices de La Martingale. L'idée, avec tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, pourquoi avec Olivier, vous décidez de faire ce fonds invincible ? Pourquoi sous cette forme ? Et comment ça fonctionne ? Parce que quel est l'intérêt ? Pour moi, de ce que j'ai compris, vous allez me rendre 3%. Donc, ce qui est potentiellement nettement moins que les 10-12% que tu me garantis pas, c'est important, mais que tu évoques depuis tout à l'heure. Mais tu peux te dire, les 3%, ils sont pas garantis, mais enfin, ils sont fort probables. Donc, c'est pas si mal. Et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pour la recherche, c'est pour une asso, c'est ça l'idée de ce fonds ? C'est exactement ça. Alors, comment elle vient l'idée ? Elle vient du fait que Olivier, il connaît très bien
1, 2, 3e, puisque c'est le fondateur, ça a été longtemps le président. Il est toujours mon maître de stage. C'est toujours ton maître de stage. Exact, toujours, quelque part. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'Olivier. C'est beau, moi je rêve de stagiaires qui deviennent les CEO de mes boîtes plus tard, c'est bien. Belle incubation. Et il est toujours à mes côtés, c'est le président du conseil de surveillance du groupe. Donc il suit attentivement, bien évidemment, tout ce qu'on fait, il s'implique, et c'est lui d'ailleurs qui est moteur de un certain nombre d'idées de développement. Il a un combat comme tout le monde le sait, enfin beaucoup de gens le savent parce qu'il fait beaucoup de bruit autour de ça. Il y a eu un film, il y a eu un livre, il y a eu des concerts. Que je vous recommande tous les concerts exceptionnels d'ailleurs, mais le film superbe. Il y a eu, voilà, je sais pas que c'est un nouveau combat, mais c'est un combat en parallèle de tout ce qu'il fait. Donc il a été multi-entrepreneur, notamment entrepreneur dans la finance avec October et le groupe 1, 2, 3e et PAMS. Il mène un combat depuis 3 ans contre la maladie. Donc au-delà du combat personnel qu'il mène pour lutter contre la maladie, il mène aussi ce combat de la faire connaître, cette maladie, et de lever de l'argent. Il le fait brillamment, hein, on vient de le citer, à travers des initiatives fortes, cinéma, livres, interviews, plateaux télé, mais qui fonctionnent, puisque tout ce qu'il fait, il arrive, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 3 millions d'euros qu'il a irrigué, qu'il a dirigé vers l'ICEM, l'Institut du cerveau, qui travaille sur toutes les maladies. Professeur Gérard Saillant, super épisode de Génération du Turcel, l'Institut du cerveau et de la mémoire épinière, qui est un des plus brillants au monde, et voilà. Non, mais en effet, qui ont besoin d'argent, ces recherches. Ces recherches ont besoin d'argent, elles ont besoin de visibilité, recherche et faire connaître. Et donc Olivier se bat depuis 3 ans, lève de l'argent pour ces maladies, et son constat, c'est de dire, voilà, il est lucide, et quand on se dit les choses en se disant, un jour, j'aurai moins la force. Je précise une chose, pardon, il est lucide, mais le drame ou la difficulté de cette maladie et aussi la beauté pour lui, parce que comme c'est quelqu'un d'intelligent, je pense c'est que tu perds tous tes muscles, tu ne peux plus rien faire, mais ton cerveau n'est absolument pas touché. Exactement. Donc il a vraiment tout. Moi je dialogue avec lui moins que toi, mais quand même assez souvent. Et voilà, t'es enfermé dans ton corps, c'est affreux, mais à la fois... tu percutes. Voilà, tu percutes. Et Olivier, je pense qu'il nous écoute encore, lui, au bout de peut-être qu'il en a eu marre, parce que pour lui, c'est trop facile, tout ça, mais en tout cas, on l'embrasse, et voilà. Mais voilà, il est vraiment très vif, il est toujours aussi intelligent qu'avant. C'était plus. Il a que ça à faire, d'être intelligent. Il progresse aussi. Et l'idée, c'est de dire ce combat, il doit être mené sur le long terme. Ok. Moi, un jour ou l'autre, cette force, et puis bon, encore une fois que tu as écrit, tu as fait 2 films, 3 livres, etc. Voilà, il faut que je trouve. Et dans cet esprit qui le marque depuis que je le connais, depuis 25 ans, depuis qu'il est entrepreneur, c'est ce sujet d'innovation. Il faut que je trouve des idées d'impact, etc. Donc il dit, il faut que quelque chose continue de toujours collecter, et qu'il y ait un véhicule qui soit permanent. Parce que la recherche aussi, ce qui est difficile, c'est que c'est des financements par à-coup. Tu peux avoir l'argent de l'État, etc. Mais le financement privé, des dons, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, il y a des années sans dons. Il y a des scandales sur une asso, voilà, ça peut, tout le monde arrête. Après, tu as des règles fiscales aussi qui sont assez mouvantes, les réductions, etc. Donc, tu as des Américains qui arrêtent de financer tout du jour au lendemain, parce qu'ils ont décidé comme ça. Donc, l'idée, c'est de donner un peu de visibilité, pérenniser et stabiliser ces travaux de recherche en se disant, je vais essayer de monter un fonds, en l'occurrence, sur lequel je vais pouvoir assurer à l'ICM et à un programme de recherche européen voilà, il y a un nouveau programme de collaboration entre les centres de recherche, notamment sur le cerveau, entre l'Angleterre, la Belgique, la France et l'Allemagne. Voilà, dont Gérard Saillant, avec le professeur, avec l'ICEM, est moteur sur ces sujets-là. Et l'idée, il faut que j'apporte de l'argent sur le long terme et prévisible. Donc l'idée de monter un fonds. Olivier, quand il regarde tout ce que l'on fait, effectivement, comme ce qu'on propose, puisque ce fonds Invincibilité, c'est le copier-coller d'un fonds qu'on a lancé, qui est toujours ouvert d'ailleurs sur notre plateforme, PAMS, qui est un fonds qui fait 80 millions d'euros, qui a été collecté auprès de centaines de conseillers en gestion de patrimoine et de milliers de clients, donc qui a beaucoup plu, qui est un fonds de dette privé avec des gérants, on l'a dit, Muzinich, Ares, Goldman Sachs. Vous allez voir, c'est les plus grands gérants de dette au monde, avec des expositions, des track records qu'on parle, des performances passées absolument incroyables. Donc un fonds diversifié, extrêmement défensif, et qui offre 2 avantages. Une certaine liquidité dans le cadre du fonds Invincibilité, c'est-à-dire que au-delà d'une période de blocage de 3 ans initiale, mais après, tous les semestres, tu peux
demander à sortir du fonds. Donc là où tu es le mauvais côté du private equity, ou souvent dans le private equity, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Voilà, là, tu as ces fenêtres de liquidité. Il faut qu'il y ait une contrepartie qui veuille rentrer quand même. Oui, mais parce qu'on travaille sur des fonds qui sont des fonds, ce qu'on appelle les fonds evergreen. Ouais. Et il y a une poche. Et l'AMF, on a construit un produit avec une poche liquide pour pouvoir assurer en tout temps pour des investisseurs des coups durs qui veulent sortir. C'est un fonds perpétuel, ce qu'on appelle un fonds evergreen. Donc, c'est pas un fonds fermé sur lequel tu as 2, 3, 4, 6 mois pour rentrer. C'est un fonds sur lequel on collectera toujours. La plupart des fonds ont une durée de vie. Là, il en a pas. Exactement. Celui-là, il collecte tout le temps et il investira tout le temps. Le sous-jacent, donc c'est la dette privée. Donc, c'est un rendement risque, on l'évoquait tout à l'heure. Attention, les 10-12, c'est brut, c'est avant. Alors là, il y a un peu moins, il y a un peu moins de frais, mais l'objectif, effectivement, c'est que ce produit d'épargne, il mêle rendement pour l'investisseur, qui est capé à 3%, mais 3%, c'est aujourd'hui ce qu'on a bientôt, enfin, c'est ce qu'on va avoir bientôt avec les taux qui baissent un peu, c'est ce que tu as sur un compte à terme pour les entreprises, c'est ce que tu as sur c'est plus qu'un livret, et c'est ce que tu as sur un fonds en euros bientôt. Le fonds en euros doit être un petit peu super. Il est garanti, le fonds en euros, mais nous, la garantie, elle est pas donnée, mais on essaie de la répliquer avec la diversification et la signature des gérants sous-jacents qui est assez exceptionnelle. Et l'idée, tu l'as très bien évoqué, c'est de dire, j'accepte de rentrer dans un produit sur lequel j'ai une très forte certitude de toucher ce coupon de 3%. Le produit lui-même, il va générer plutôt 7-8% de rendement et de coupon cash, sauf que annuellement, ce coupon qui va être servi de 8%, 3% va être servi aux clients en priorité. Ça, c'est important parce que, imaginons que, pour le côté, alors c'est moins rassurant pour les associations, mais il faut aussi rassurer les clients. C'est-à-dire que si une année, les rendements s'effritent un petit peu sur la dette privée et on n'est plus sur des rendements à 8%, mais cible net investisseur, mais des rendements à 6%, le client privé, il aura toujours 3. Et aux associations ne partiront que le surplus, les 3. Aujourd'hui, on a un rendement global du produit à 8, donc 3 doivent aller aux clients et 5 aux associations. Mais demain, si le rendement, ou si, imaginons, il y a un peu de défaut, ça peut arriver, et que le rendement n'est pas tout à fait de 8, celui qui en pâtira en premier, c'est l'association, et l'investisseur privé aura toujours ses 3%. Moi, ce que j'aime dans cette approche, c'est que tu automatises un peu les dons que tu fais. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est considéré comme des dons? Est-ce que derrière, j'ai une défisque, quelque chose? Non. Ah, c'est con, ouais, c'est dommage. Ça. Non, pourquoi? on n'est pas arrivé parce que c'est pas considéré, c'est pas toi qui verse, c'est le fonds qui verse et t'as pas de il va falloir militer pour que ça change. Il faut que ça change. Qui est-ce qui fait ça? C'est Bercy? C'est Bercy. Faudrait que vous ayez des copains à Bercy. Ça serait peut-être pas idée. On en avait. Mais tu sais très bien. Non, c'est et effectivement l'idée. À la différence des fonds philanthropiques, des fonds de partage, j'en a toujours existé. D'ailleurs, je salue l'initiative d'Eddie Mizrahi, le célèbre patron de 72, anciennement Apax. Oui. Qui a monté aussi, qui est un administrateur et qui est un militant pour l'ICM, aux côtés d'Olivier, et il le fait depuis très longtemps. Il a monté aussi un fonds de private equity, de partage, dont une partie des plus-values. Donc c'est un fonds equity, alors que nous, c'est un fonds de dette. Donc déjà, les deux sont très complémentaires pour ceux qui veulent diversifier leur poche, partagent leur poche philanthropique. Mais souvent, tu as des fonds où les associations vont bénéficier de cette manne financière à la fin, à la sortie, une fois que tu as pris ta plus-value. Et souvent, tu le sais, ça met un peu de temps. Ouais. Voilà. Le temps que tu sélectionnes les entreprises, le temps que tu appelles l'argent, le temps que tu crées de la valeur d'entreprise, tu sors, tu réalises une plus-value. En général, là, tu repousses le versement à des associations plutôt au terme des 7-8 ans. L'avantage du fonds de dette, c'est que c'est immédiat, c'est tous les ans, les associations, le professeur Saillant, ce groupe européen va pouvoir bénéficier tout de suite et se mettre au travail tout de suite. Et pour être clair et pas effrayé, on est quand même taxé, si jamais on est taxé sur les profits, que sur les 3%, pas sur les 7-8, voilà. On est d'accord. On est d'accord. On est taxé effectivement que sur les... Sinon, là, ça peut vite devenir une mauvaise OP. Oui, après, non, il devrait au moins y avoir une règle qui fait que t'es pas taxé sur ces 3%, ou je sais pas. Bon, écoute, faudra militer pour ça, on le fait un peu déjà en disant ça. Extra, ce qu'il faut préciser là-dessus, c'est que on se paye au passage parmi les gérants stars et les avocats stars, parce que même les personnes qui travaillent sur les dossiers aujourd'hui, c'est quel cabinet d'avocats Gide, voilà. Gide, j'ai bossé avec Gide dans un autre dossier, je vais te dire, je sais combien il coûte, mais je sais aussi ce qu'ils valent d'ailleurs. Stéphane Puel, qui est notre avocat depuis 2000, quand on avait
avait créé la société de gestion. C'est une belle marque française et super cabinet. Je veux leur rendre hommage, même Ouais. si je sais pas de la pub parce qu'encore une fois, ils m'ont coûté un bras. Mais non, mais je sais pourquoi ils m'ont coûté Alors là, un on les bras. a eu pro bono, là. Et ben voilà, vous les avez pro bono et moi je sais pourquoi ils m'ont coûté un bras. C'était sur une société qui faisait du secondaire derrière et ils ont été toujours très forts. Et voilà, super marque Gide Avocat si vous voulez vous faire accompagner au passage. J'en ai d'autres si vous en voulez, venez me voir. Et donc tout ça, personne ne prend de frais là-dessus au passage. Zéro. Non, en fait, on prend, il y a 0,5% de frais qui sont pris par la société de gestion parce que une fondation nous a obligés à le faire en disant il faut à terme que quand même qu'il y ait un revenu, ou c'était technique auprès de l'AMF, me demande pas dans le détail. Mais ça vous paye pas. Non, mais surtout les 0,5, on les reverse à l'ICM. Ok. Bon, On les très touche bien. et on les reverse. On s'est engagé à le faire, c'est obligatoire, Bon, c'est dans le règlement. Donc Gide très a travaillé clair. gratuitement. Nous, bien évidemment, pour notre président du conseil de surveillance et pour le GEST, parce que c'est un fonds de partage. Et on est loin des Américains, mais voilà, si un jour on commence à leur ressembler un petit peu, c'est dans les mœurs aux États-Unis de placer une partie de son épargne et de le redistribuer dans la philanthropie pour les personnes. Alors évidemment, les fonds, puisque vous êtes un fonds de fonds, les fonds qui sont en dessous, ils sont safe, etc. Mais eux, ils prennent leurs frais comme d'hab. Ils prennent leurs frais comme d'hab, mais ils te les rabotent pas. non, par contre, on a les parts institutionnelles, c'est-à-dire qu'on investit dans les mêmes conditions qu'un assureur, une banque qui mettrait plusieurs centaines de millions d'euros au travail. Donc, on a les meilleures conditions du marché en sous-jacent, ce qui fait qu'on a un produit qui est, encore une fois, qui est semi-liquide, qui sert un coupon cash et qui donne accès à des signatures de premier rang sur de la dette privée. C'est un super produit. Voilà. Ok. Le fonds Invincible, on a des infos Invincible sur PAMS.pe, PAMS.pe. Voilà, je mettrai tous les liens vers dans le descriptif de cet épisode. Il y a évidemment les fonds habituels, on en a parlé, de 1, 2, 3 IM, donc ça vous pouvez regarder si le 3% vous suffit pas et que vous voulez aller plus loin. Mais voilà, moi là aujourd'hui l'objectif avec le podcast, c'est de vous orienter, vous aiguiller vers tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les auditeurs de la Martingale? Je sais pas, tu peux pas reverser un peu plus? Non, tu prends déjà pas sur ta perf s'ils viennent de ma part. Là, je suis vraiment très très live sur le fonds Invincible été. Non, il y a pas de droit d'entrée déjà, donc on peut. C'est un fonds, ça sera le seul fonds de notre gamme qui est accessible en direct à des clients privés. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent souscrire en direct, ils peuvent aller sur la plateforme. C'est le seul fonds puisque sur PAMS, par exemple, nos autres fonds de dette ou nos fonds d'equity ou nos fonds de secondaire, etc., ne sont accessibles qu'à des conseillers en gestion de patrimoine pour leurs clients. On ne traite pas de clients directs. Là, on le fera parce que c'est pour une noble cause et parce que comme personne ne gagne rien au passage, on va pas l'embêter. On va embêter personne, on va le faire nous-mêmes. Et donc, j'ai malheureusement pas grand-chose à offrir, mais je connais le concept et on l'a partagé ensemble et on se dit, voilà, on pourrait, Olivier organise pas mal d'événements autour de la maladie, notamment un très beau concert sur lequel on s'est croisés. Le concert des Invincibles. Le concert des Invincibles, c'est un peu comme le concert des Enfoirés, mais voilà, et qui aura lieu tous les ans à l'Olympia. C'était extra. C'était un très là bon où moment. j'ai rencontré Eddie de Préto, avec qui j'ai enregistré récemment, là où j'ai enregistré avec pas mal de monde. C'est un bel événement. Donc, voilà, pour le lier un petit peu au produit, en se disant que les investisseurs qui viendront de ta part, et effectivement, je donnerai pour chanter sur scène avec Olivier, toi et moi. On fera. Non, voilà. Bon, alors on va pas faire ça. Non, mais il y aura un don en nature, enfin il y aura un cadeau en nature. Une invitation en VIP pour le concert des Invincibles. Et combien il faut pour rentrer dans ce fonds Invincible? C'est là où c'est ma blesse. 100K. C'est 100. Ok. Bon, alors, 100K, si vous pouvez, tant mieux. C'est appelé en plusieurs fois ou en une fois aussi? Non, c'est appelé en une fois. Ok, donc c'est quand même 100K. Parce que c'est un fonds qui investit directement. À l'instant T, on rentre et l'année d'après, vous commencez à toucher. Si vous êtes CGP et que vous avez des clients riches, faites-le. Si vous avez passé 100K et que vous avez aimé cet épisode et que vous avez aimé Xavier, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans quel fonds on peut investir à partir de 5? Il y a PAMS. À travers un CGPI. Travers un CGPI, il y a des fonds de fonds diversifiés. Il y a des fonds de dette privée côté 1, 2, 3. On investit dans l'économie réelle. On investit dans le tourisme. On investit dans la santé. On investit. Voilà, il y a des supports. Baladez-vous sur PAMS ou 1, 2, 3. C'est PAMS.fr .pe. PAMS.pe. Ok. .pe, Private Equity. Non, et pour donc, parce que
tout notre univers nous est tourné auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Okay. Voilà, c'est nos seuls clients. En revanche, CGP, vous allez voir, voilà. Vous venez de ma part et puis vous offrez une bouteille de champ, comme ça. Exactement, un bon resto et non, on trouvera quelque chose. Et non, et dans l'écosystème du groupe, parce qu'au sein du groupe, le groupe 1, 2, 3e, aujourd'hui, c'est 5 filiales. Donc, il y a l'historique 1, 2, 3 qui fait de la PME française, il y a PAMS qui fait des fonds de fonds, il y a une société de gestion qui fait de l'immobilier. Et on a une petite pépite que j'aime bien, et je le dis parce que pour conclure, et pour essayer de donner quelque chose aussi aux auditeurs et les incentiver, mais quelqu'un que tu as reçu qui s'appelle Laure de chez Lendosphère. Ah, on adore Laure, voilà. Elle est super, très pro. Et qui est la patronne d'une société Lendosphère, qu'on s'est rapproché, qui elle traite que des clients privés. En l'occurrence, vous allez sur le site et vous pouvez prêter à partir de 100 € à des projets de transition énergétique, développement durable. Elle m'avait fait un petit coupon, il me semble, non ? Et elle m'a dit que ça avait très très bien marché, que les auditeurs avaient été ravis. Je crois que, il y a beaucoup d'inscriptions. Donc on rééditera. Ça s'appelait le code s'appelait le Green Martingale. Et c'était 50 € offerts à l'inscription. Et il y avait, je vois, plus de 400-500 inscriptions qui avaient été sollicitées. Laure, donc on embrasse Laure. Si jamais vous pouvez réécouter cet épisode, il est bien, je mettrai le lien aussi si vous voulez, ou aller directement. Green Martingale, c'est ça ? C'était Green Martingale, le code. Voilà, et via l'Endosphère. Donc, à découvrir là aussi des initiatives comme ça. C'est pas du partage, mais ça fait du bien à l'économie et ça permet de toucher aussi des coupons là de l'ordre de 6 à 7%. Xavier Antonios, on te suit sur LinkedIn. Antonios, c'est ANTHONIOZ, encore un nom de Savoyard, ça. Et voilà, et des autocollants de skieurs et tout. Trop de Savoyard dans ce podcast. Et puis, on te suit un peu partout. On vous suit 1, 2, 3e où vous voulez. Je mettrai les liens, LinkedIn. Newsletter, vous avez un peu des choses comme ça. Très bien. Et t'as une petite martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement, un endroit où, je sais pas, je te vois avec une belle montre notamment qui me fait baver depuis tout à l'heure. Faut pas le dire, après j'ai des problèmes. Après, tu sais, il faut plus dire que t'en as. Il paraît qu'ils ont réglé le problème en grande partie des mecs qui te raquettent à la montre dans la rue, avec les manufacturiers et une brigade spéciale. D'accord. Ils ont arrêté tout le monde, paraît-il. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise, je me suis fait braquer la semaine dernière. C'est ce qui va arriver après cet épisode. On est d'accord. J'espère que ça sera pas moi. Non. Alors, moi, j'investis beaucoup dans mes produits, déjà, parce que dans nos métiers, il y a ce qu'on appelle l'alignement d'intérêts. Et chaque fois qu'il y a un fonds qui sort, et nous, on en sort 8 par an, donc il faut que je suive, il faut que je mouline pour pouvoir investir plus d'argent. Donc, dans une grosse partie. Comme tous les entrepreneurs, t'es short cash à la fin du mois. Et dans les produits. Ta famille, ta femme ou tes compagnes te dit, mais attends, mais tu parles d'argent tout le temps, t'as jamais de pognon. D'accord. Donc, non, beaucoup d'argent dans mes propres fonds parce que forcément, on y croit, on est dopé à nos thématiques et parce que je montre bien évidemment mon alignement d'intérêt. Après, j'aime bien faire des choses que je fais pas à côté. Donc moi, ma martingale, c'est toujours d'investir en meute. Tu vois, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une intelligence collective. Donc on a avec Olivier Goy, avec Jean-Philippe Cartier qui a fait un très beau podcast aussi chez toi. Voilà, on a des petits clubs d'investisseurs où dès qu'il y en a un qui a une combine, alors sur des choses. Pas sur des choses tech. Enfin, moi, encore une fois, j'ai rien contre la tech, sauf que il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Donc, j'ai investi dans les choses qu'on comprend. Donc, on a investi effectivement dans MMC Chronos 360 qui vont des montres d'occasion. C'est un joli produit. On a investi chez French Bastard qui essaie de révolutionner la boulangerie, les sandwichs, etc. On a investi chez Bao qui fait de la restauration chinoise. On adore la fondatrice aussi. Tu connais. On a investi chez Comet, pareil, qui repense Victor Caro, qui est quelqu'un d'assez inspirant, assez brillant. On est investi dans Centre de Pilates, Bionic, et dans les hôtels. Investissement en meute, je vous recommande aussi un épisode récemment que j'ai fait, parce que pour moi, c'est une martingale de ouf. Vraiment. Pourquoi ? Parce que moi, je viens d'une famille où on faisait pas de finance, on n'avait pas d'argent spécialement. Je crevais pas la dalle, soyons clairs. J'ai des parents aimants et j'ai eu beaucoup de chance. Mais moi, je suis un peu Guy les bons tuyaux. Et quand t'as des bons tuyaux et pas de pognon,
être capable d'investir. Récemment, j'ai fait cet épisode avec Evan Testad, Roundtable. Je sais pas si tu connais cette boîte, Roundtable, qui permet de faire des SPV. Bien sûr. Et bah, tu fais un SPV comme ça. C'est parti, ton SPV, tu le fais en 10 minutes. Mais littéralement, c'est sidérant. Essayez, écoutez cet épisode. Et en fait, quand tu as des bons tuyaux, comme vous, là, parce que ça, c'est accessible à tous. C'est-à-dire que Fred, ça peut être financer la boulangerie de ton pote qui se lance, la petite boîte, le truc. Donc, trop bien. J'aime bien cette martingale. Merci. Merci Xavier. À toi. C'était très sympa. On te suit partout. On a explosé les compteurs. On est un peu trop long. Je vous prie de m'excuser parce que je voudrais retenir en moins d'1 heure. Mais il y avait beaucoup de choses aujourd'hui et c'était beaucoup de transparence. On fait attention dans le private equity. Comme tu l'as dit, et j'ai aimé aussi le fait que tu prennes des pincettes. C'est quand même un marché opaque. Donc, on privilégie pas que les anciens. Il y a des nouveaux qui arrivent. Mais voilà, on regarde les frais et on fait attention à une chose. Je vous en supplie. Tu l'as dit, c'est plus important que tout le reste. C'est l'alignement d'intérêts. Faites attention aux marchands de pelle, les gens c'est vrai. Qui sur la rue et vers l'or n'investissent que dans leur truc et vous vendent des choses où ils gagnent à tous les coups. Si toi-même t'es pas investi dans tes propres produits, ça marche pas. Et ben tu vas conseiller des trucs sans skin in the game. On est d'accord. Merci à toi. À plus. À bientôt, à très vite. Au revoir.